En tant qu'humain, lorsque l'on pense subir une injustice, lorsqu'on pense subir une situation, on va plus ou moins automatiquement, plus ou moins naturellement, rechercher à comprendre pourquoi on a subi cela. De la même manière, lorsqu'on va se sentir mal, on va très souvent rechercher à comprendre quelle est la base, quelle est l'origine de notre mal, de nos maux. En ce sens, il faut savoir que cette recherche d'explication, cette recherche de compréhension du monde qui nous entoure, c'est quelque chose qui nous permet et qui nous a permis de survivre jusqu'ici. Parce que, en effet, mine de rien, comprendre et rechercher à comprendre le monde qui nous entoure, ça nous permet de pérenniser, de continuer d'évoluer et donc de rester en vie dans ce même monde. Salut à tous, c'est Sketchy et aujourd'hui, on va se pencher sur un processus mental que l'on pourrait définir comme le fait de mettre des mots sur ces mots, MAUX, un processus mental qui est défini par le terme de mentalisation. Pour commencer, il faut savoir que la mentalisation, le fait de mentaliser, c'est un processus mental qui se décline en le fait de pouvoir et de rechercher à imaginer, à interpréter ces états mentaux, on reviendra sur ce terme, sur ces différentes perspectives, sur les différentes perspectives des gens, donc les points de vue, ce que les gens voient, ce que les gens comprennent et ce que nous-mêmes on comprend, mais aussi les besoins, les croyances, les différents sentiments que chacun et soi-même éprouve. C'est une notion qui a été très mise en avant par Peter Fonagy, qui est un psychanalyste, mais qui a été reprise derrière par plusieurs de ses collaborateurs, plusieurs autres chercheurs. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai d'ailleurs une petite anecdote, on va dire, sur ma vie, sur ce point-là, qui est très en lien du coup avec la mentalisation, et je suis pas peu fier, disons, de me sentir apte à en parler publiquement. Avant de fermer cette parenthèse, il faut aussi savoir que j'ai déjà parlé de la mentalisation sur TikTok, que c'est un sujet qui revient souvent. Mais du coup, si vous voulez, vous pouvez également regarder ces vidéos parce que je prends des exemples différents. Donc ça peut être peut-être plus facile d'accès, on va dire, que cette vidéo YouTube. Sur ce, on est parti. Donc le psychanalyste Peter Fonagy est venu expliquer que les personnes, tous les individus, ont en elles une capacité qui leur permette de comprendre, de voir, de ressentir que chaque individu, donc soi et les autres, peuvent avoir des états mentaux, donc à savoir se sentir fatigué, se sentir énervé, ressentir de la haine, ressentir de la joie, ressentir de la peur, bref, tous ces états mentaux, et que dans des relations interindividuelles, interpersonnelles, deux individus pouvaient avoir des états mentaux différents. Typiquement, se dire que si moi, je suis actuellement joyeux, ça ne veut pas dire que tout le monde autour de moi sera forcément joyeux et qu'il peut y avoir des personnes qui en face de moi seront tristes, énervées ou joyeuses, mais pas parce que moi, je suis joyeux. Et ce point-là, c'est un point qui est assez intéressant et qui a été mis en corrélation, qui a été mis en compétition, on va dire, à l'époque, avec Jean Piaget, qui lui expliquait à ce moment-là que les enfants étaient dans l'incapacité cognitive de comprendre qu'il y avait différents états mentaux et surtout que les états mentaux des personnes extérieures à elles, donc de l'autre avec un grand A, pouvaient être différents des états mentaux de soi, et donc du moi, des états mentaux que l'on a en soi. Et là, comme ça peut paraître au premier abord un peu enfantin, un peu débile même, et limitant de se dire, bah voilà, les enfants ne sont pas à même de comprendre que les autres ne peuvent pas ressentir la même chose que soi, mais il faut se dire que c'est vraiment un processus mental, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même niveau dans ce processus, tout le monde n'a pas le même niveau de mentalisation, on reviendra dessus, il peut y avoir des troubles dans la mentalisation, il peut y avoir des défauts de mentalisation, on reviendra également dessus, mais surtout, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de développement, c'est une question d'étape dans le processus. Selon plusieurs critères sur lesquels on reviendra plus profondément dans cette vidéo, on peut avoir un niveau de mentalisation qui est plus bas, on va dire, que celui qu'on aurait dû avoir dans la moyenne. Parce que chacun va à son rythme, chacun vit des choses personnelles, chacun vit et évolue dans un environnement
qui n'est pas forcément propre à son développement. Et donc, chacun a un développement différent. Et donc, de ce fait, on peut avoir des adultes qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas réaliser de par leur processus de mentalisation qui n'est pas assez développé à ce moment-là. Ces adultes ne peuvent pas comprendre que lorsque eux sont joyeux, les gens ne le sont pas forcément et que leur joie ne fait pas forcément la joie des autres. Tout comme des enfants ne peuvent pas forcément le comprendre, tout comme des adolescents ne peuvent pas forcément le comprendre, c'est vraiment propre à l'état mental que l'on a et à notre niveau dans ce processus mental. Mais en tout cas, quelque chose qu'il faut bien comprendre d'ores et déjà dans ce processus de mentalisation, c'est que c'est un processus qui nous permet de continuer à vivre. C'est un processus qui est venu de par l'évolution, qui est venu répondre à un besoin. Le besoin de survivre, le besoin de comprendre l'autre pour pouvoir interagir avec l'autre et ne pas être en danger avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important à comprendre et à mettre en avant. Ce qui est naturel aujourd'hui ne l'était pas forcément avant. Et la nature, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui répond à des besoins qui sont propres à une époque, qui sont propres à une période et qui mettent du temps à être répondus. Ce qui nous paraît normal aujourd'hui ne l'était pas forcément avant. Et ce n'est pas parce que ça ne l'était pas avant que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être normal. C'est juste que chaque période a sa problématique. Et c'est aussi comme ça qu'on étudie les sociétés, en se penchant sur les problématiques de leur temps et les problématiques d'avant, comment ces problématiques sont apparues, comment on a essayé d'y répondre et comment on y répond aujourd'hui. C'est pour ça que si on se penche sur les sociétés d'avant avec notre regard d'aujourd'hui, avec nos problématiques d'aujourd'hui, on ne va pas forcément les comprendre. Tout comme si on se penche sur les problématiques des générations futures, avec nos problématiques à nous, on ne va pas forcément les comprendre parce qu'on ne vit pas les mêmes choses. Et rien que ça, c'est de la mentalisation. C'est le fait de comprendre que les choses sont différentes d'un être à un autre, d'une société à un autre, d'un temps à un autre. Pour pouvoir être dans ce processus de mentalisation, il faut pouvoir se rendre compte des différentes perspectives, des différents points de vue, à savoir le soi, sa personne globale, consciente et inconsciente et subconsciente, le moi, la personne consciente, sa personnalité, ce que l'on voit et reconnaît de soi, l'autre, donc tout ce qui est extérieur à nous, le surmoi, le moi idéal, le moi qui devrait être, le moi perdu, toutes ces perspectives qui jouent entre le réel et la vérité. Pour commencer à se pencher sur ce processus mental qui est la mentalisation, on va se pencher sur la moyenne d'âge, donc se référer à l'âge moyen, qui instaure, on va dire, la norme universelle, disons, du développement de ce processus. À savoir que, comme je l'ai dit, chacun se place plus ou moins dans sa moyenne. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la moyenne que ça veut dire que vous n'êtes pas normal. Ça fait pas de vous un monstre, ça fait pas de vous quelqu'un avec forcément un retard mental. C'est juste que vous avancez à votre rythme et vous avez certes un retard mental sur la moyenne, mais ça ne veut pas dire que c'est un problème fondamental. C'est quelque chose qui se travaille et ça crée juste, disons, un écart avec le reste de la société. Mais évidemment, c'est quelque chose qui s'accompagne, c'est quelque chose qui se gère et tout dépend justement de votre relation avec ça. Tout dépend de l'image que vous avez de vous et de l'estime que vous mettez dans cela. Par exemple, moi je sais que j'ai un certain retard au niveau de la cognition. J'ai du mal à comprendre certaines choses. Je prends un certain temps à comprendre des choses toutes bêtes. Là où, à l'inverse, des choses très complexes, ça va se décortiquer très facilement dans ma tête. Et je suis plutôt à même avec ça maintenant. Bien qu'avant, j'en souffrais pas mal. Je me sentais débile, on va dire, de pas comprendre des choses simples, etc., etc. Et maintenant, je comprends juste que je suis quelqu'un qui a besoin de plus de temps pour comprendre certaines choses et moins de temps pour comprendre d'autres choses. Tout dépend comment vous vous placez vis-à-vis de tout ça. Donc, selon Peter Fonagy, la mentalisation, le processus de mentalisation, il commence autour des 3 mois de l'enfant. À ce moment-là, l'enfant commence à comprendre que lui et les autres personnes, les personnes qui l'entourent, sont des êtres indépendants, qu'il n'est pas la même personne que les autres, et donc il commence à développer toute cette question de moi et de l'autre. Faut savoir qu'au niveau du développement, un enfant de 3 mois, c'est un enfant qui est très curieux. C'est un enfant qui va commencer à observer très attentivement les visages, qui va commencer à légèrement les différencier. Il va commencer à suivre les objets lorsque vous allez jouer. Et surtout, c'est le moment où il va commencer à se tourner beaucoup plus vers son corps.
c'est là où vous pouvez le voir commencer à regarder un petit peu ses mains comme ça, regarder ses orteils, regarder certaines parties de son corps, et il va commencer à vraiment chercher, disons, à s'identifier. C'est bien pour vous dire que le processus de mentalisation et le développement de l'enfant, c'est quelque chose qui commence vraiment très tôt. Généralement, on dit que la période des 3 à 4 mois de l'enfant, c'est sa première période d'apprentissage consciente, on va dire. À savoir que cette conscience, c'est quelque chose que Peter Fonagy définissait comme le préconscient. Et donc, c'est tout un processus de partir vers la conscience. Dans un second temps, l'enfant de 3, 4, 5 mois, il va commencer à sociabiliser. Il va commencer à être dans cette démarche de différenciation du moi et de l'autre par la sociabilisation, par le fait d'interagir directement avec les autres. Il va plus être dans simplement quelque chose de l'ordre d'observer, d'analyser, d'étudier ce qui se passe. Il va être dans quelque chose de l'ordre d'interagir, de venir être dans une forme de communication, disons, avec l'extérieur. À savoir qu'ici, on parle bien de communication parce qu'on met en commun, on transmet ces informations et on n'est plus simplement dans quelque chose de l'ordre de recueillir des informations. Lorsque l'on regarde quelque chose, on recueille des informations. Lorsque l'on interagit, on partage, on transmet des informations, que ce soit conscient ou non. Et donc, à ce moment-là, l'enfant, il commence à se rendre compte que selon ses actions, les gens autour auront des actions différentes. Par exemple, il commence à se rendre compte, dans le préconscient, que s'il pleure, par exemple, les gens vont se tourner vers lui. Que s'il tape sur la table, les gens vont se tourner vers lui. Et que donc, le bruit a possiblement une influence sur les autres. Il ne va pas forcément le conscientiser de cette manière, mais en tout cas, il va comprendre que ses actions personnelles auront des impacts sur l'extérieur. Il commence à se rendre compte de la notion de conséquence. Mais il faut bien se dire qu'à ce moment-là, pour l'enfant, c'est vraiment de l'expérimentation. Il n'est pas dans quelque chose de l'ordre de faire des réelles, on va dire, expériences sociales, où il va se dire, tiens, si je tape sur la table, ça fait peur aux gens parce que c'est un bruit soudain, donc les gens vont se retourner. C'est surtout se dire, lorsque je tape sur la table, les gens se retournent. Mais il ne va pas encore être dans quelque chose de l'ordre de se dire, ils se retournent parce que le bruit les a surpris. C'est surtout se dire, je fais ça, il se passe ça. C'est d'ailleurs autour de ce moment-là qu'on voit chez l'enfant des babouillages, le fait de babiller, ce qui d'ailleurs en créole signifie parler, se plaindre. Mais du coup, toute cette forme de communication vocale, on va dire, où l'enfant va commencer à chercher des syllabes, chercher des voyelles, chercher à parler légèrement, mais ça va pas être dans quelque chose de l'ordre de forcément mettre en place une réponse à ses besoins, puisqu'il ne sait pas à ce moment-là, il ne peut pas encore comprendre qu'il y a un lien de cause à effet dans ce qui fait que certaines actions mettent en place directement d'autres actions. Il sait que ces actes ont des conséquences, mais il ne sait pas encore quelles sont et quelles seront ces conséquences. Mais donc, c'est vraiment quelque chose vraiment de l'ordre de venir interagir avec l'extérieur. C'est le fait de se tourner vers l'extérieur, de passer du soi, de passer de son être interne, là où il commençait à regarder ses orteils, à rapprocher ses membres de son corps, pour aller vers quelque chose de se tourner vers l'autre, regarder l'autre, essayer d'interagir avec l'autre. Et du coup, les sens sont de plus en plus mis en avant. Savoir que je crois que c'est autour du 4e mois où l'enfant va commencer à se rendre compte des différences de texture. Donc il va commencer à toucher un peu partout, à se rendre compte du sens du toucher, à développer beaucoup plus ce sens du toucher. Et entre ces 4 et 6, 7 mois, vous allez avoir un enfant qui va commencer à vraiment être dans une forme plus globale, on va dire, de l'expérimentation, à savoir qu'il va tenter des choses sans forcément le faire exprès, se rendre compte que cette chose a telle conséquence et donc réessayer de faire la chose pour recréer cette même conséquence. Donc vous allez par exemple avoir des enfants qui vont prendre des tissus comme ça, les lâcher, et puis ressentir quelque chose du fait du bruit ou du fait de quoi que ce soit, et donc reprendre la chose, la relâcher pour ressentir de nouveau la même chose. Et donc ceci, ça définit les 2 premiers stades de la mentalisation, à savoir le premier stade qui était le fait de sociabiliser avec l'extérieur, donc le fait de voir que soi et l'extérieur c'est différent, et donc le second stade qui est le fait de venir placer la question des conséquences, la question des causes à effet dans nos interactions et justement interagir avec l'extérieur. On sait qu'il y a nous et qu'il y a les autres
et on sait que selon ce qu'on fait, les autres vont réagir d'une manière ou d'une autre. En ce sens, Peter Fonagy il a observé qu'autour de l'âge de 9 mois, à ce moment-là, on a le troisième stade de la mentalisation qui apparaît. Quand je dis qu'il apparaît, c'est pas il apparaît comme par magie, c'est qu'il commence à se développer, il commence à se déployer, à prendre de l'espace. C'est ce qu'il appelait le stade théologique. C'est le stade où l'enfant va commencer à comprendre les actions des autres vis-à-vis de l'impact qu'ils ont sur lui ou sur les autres. En ce sens, par exemple, vous pouvez avoir des enfants qui vont comprendre, par exemple, que lorsque leur mère sort le sein, c'est que lui va manger et que du coup, c'est l'heure de manger. Mais il va pas forcément se poser la question de si elle sort le sein, c'est parce que moi j'ai faim. Parce qu'il n'est pas encore dans ce truc-là de se dire je suis dans l'état mental de manger parce que j'ai faim, parce que c'est l'heure de manger. Tout comme c'est un âge où lorsque vous quittez la salle, votre enfant peut commencer à pleurer pour attirer votre attention parce qu'il sait que lorsqu'il pleure, vous allez revenir. Mais il ne sait pas forcément que vous allez revenir parce que ça vous inquiète. Il va vraiment pas se pencher sur cet état mental, sur ce que ça procure directement chez vous. C'est juste du cause à effet. Je pleure, ça revient. Donc si je pleure, elle revient. Pour qu'elle revienne, il faut que je pleure. Donc à ce moment-là, de ces 9 mois, à ces quasiment 2 ans, l'enfant va être dans quelque chose de l'expérimentation, la recherche d'interaction et le développement petit à petit de cette question de cause à effet plus profonde. Cette question de mentalisation des états mentaux, des siens et des autres. Et donc autour de ces 2 ans, là où l'enfant était d'autant plus focalisé sur les résultats, si je pleure, maman revient, l'enfant va commencer à se pencher davantage sur la causalité, sur les causes des actions. Il va commencer à se pencher sur pourquoi les choses sont faites plutôt que les choses créent ça. Et donc, encore une fois, cette recherche de compréhension, c'est quelque chose qui l'aide à interagir davantage dans le monde et à mieux comprendre le monde. Donc, à mieux interagir, à mieux évoluer et donc à pouvoir continuer de vivre au mieux dans une certaine autonomie, ce qui lui permet une meilleure condition de vie et qui lui garantit une vie meilleure. C'est donc autour de ces 2 ans que l'enfant commence à développer ce questionnement des états mentaux et des intentions. C'est également dans cette période que l'enfant commence à comprendre qu'il peut se tromper sur son interprétation des états mentaux et des intentions des autres. À savoir que tout bonnement à 2 ans, généralement les enfants savent parler, savent communiquer et donc peuvent poser des questions et se rendre compte qu'ils se trompent, qu'ils peuvent avoir tort et que ce qu'ils voient peut différer de ce que les autres voient. Et ça, c'est la 4e étape, le 4e stade de la mentalisation, la recherche de causalité. C'est d'ailleurs l'avant-dernière étape de la mentalisation, comme quoi ça commence vraiment très tôt. Et c'est l'une des étapes qui est la plus longue et sur laquelle on nécessite, à mon sens en tout cas, de se pencher plus particulièrement. C'est une étape dans laquelle on voit 2 modes apparaître, le mode fictif et le mode équivalent psychique. Parce que le fait de se pencher sur ces 2 modes, c'est ce qui permet de comprendre le processus de mentalisation défini par Fonagy. Parce que évidemment, pour comprendre quelque chose, il faut d'abord se pencher sur pourquoi cette chose est comme ça, et donc sa causalité. Et donc c'est à partir du moment où l'on peut commencer à se pencher et à développer cette question de volonté de comprendre la causalité des choses, que l'on commence à pouvoir se pencher sur ce processus en lui-même de comprendre les choses. Donc, l'équivalent psychique. Le mode équivalent psychique, c'est un mode qui est concret, disons. À savoir que concrètement, dans le mode équivalent psychique, l'individu va se dire « tout ce que je vis, c'est la réalité. Tout ce que je vis, c'est l'unique réalité et la réalité absolue. » Dans le mode équivalent psychique, l'enfant, il pense que tout le monde partage les mêmes expériences que lui, partage les mêmes résultats que lui, et que donc tout le monde pense la même chose que lui. En ce sens, l'enfant est beaucoup moins dans quelque chose de la communication de ce qui se passe en lui, parce que pour lui, tout le monde ressent la même chose que lui, tout le monde comprend ses états mentaux, et lui comprend les états mentaux de tout le monde. Tout le monde est connecté. Pour lui, sa vérité est la réalité. Je vous remets ce même parce que je l'aime énormément, mais c'est comme si vous preniez l'un des 2 personnages et que vous vous disiez que ce personnage ne comprend pas que l'autre
puisse voir autre chose. Et bien, dans ce cas-là, on est dans de l'équivalent psychique. Le personnage ne veut pas comprendre et n'est pas en capacité de comprendre que les gens peuvent voir autre chose que lui. Si lui voit ça, alors tout le monde voit ça. L'enfant est donc dans quelque chose de l'ordre de ne pas pouvoir envisager une autre perspective. Il n'est pas dans quelque chose de pouvoir envisager que ses croyances, ce sont des croyances et que ce n'est donc pas la réalité. C'est là où on peut avoir beaucoup d'enfants qui vont être dans quelque chose de l'ordre de se dire, par exemple, que leurs parents sont des héros et que du coup, tout le monde a les mêmes parents qu'eux, tout le monde a reçu la même éducation qu'eux et tout le monde a la même vision qu'eux. Et ce mode équivalent psychique, c'est un mode qui ne peut être cassé qu'avec une expérience qui vienne confronter leur première expérience. C'est là où on est dans quelque chose qui est vraiment différent du déni. Ils ne sont pas dans le déni, ils sont dans l'incapacité de comprendre que leur expérience personnelle n'est pas propre à la réalité. Dans le déni, on est conscient sans être conscient, on est dans le préconscient de savoir que ce que l'on voit n'est pas propre à la réalité, mais on ne veut pas l'accepter. On est dans quelque chose de la non-acceptation. Alors que dans l'équivalent psychique, ce n'est pas que l'on ne veut pas accepter, c'est que pour nous, c'est juste pas possible que ce soit autrement. Ce que je vois et ce que je ressens, c'est la seule réalité. Ce n'est pas vous qui vous le dites, c'est que pour vous, c'est comme ça. En ce sens, vous avez par exemple Mary Target et Peter Fonagy qui, ensemble, ont émis une certaine illustration de cette situation. Vous allez avoir un enfant qui a 2-3 ans, va vous dire « Papa, maman » ou « Papa, papa, maman, maman », il y a un monstre sous mon lit. Et il sera persuadé qu'il y a un monstre sous son lit. Parce que pour lui, ce qu'il pense est la réalité. Ainsi, lorsque vous, parents, vous venez voir cet enfant et vous venez vérifier avec lui qu'il n'y a pas de monstre sous son lit, il pourra se dire « Ah, je me suis trompé, il n'y a pas de monstre sous mon lit. Ma première expérience était infondée. » À ce moment-là, il pourra commencer plus tard à se questionner pourquoi je pensais qu'il y avait un monstre sous mon lit, quelle est la cause de ça? Ça peut être parce que j'ai peur, ça peut être parce que j'ai entendu tel bruit, etc., etc. Mais pour pouvoir être dans ce développement de compréhension, il faut que vous, personne extérieure à son expérience, venez confirmer ou infirmer avec lui que son expérience est faussée. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui vient lui montrer qu'il peut être rassuré parce que justement, il n'y a pas de monstre sous son lit, il ne pourra pas croire qu'il n'y a pas de monstre sous son lit. Cependant, si l'enfant n'a pas encore atteint le développement cognitif et mental qui lui permet derrière de venir directement après une expérience non fondée, pouvoir se questionner de qu'est-ce qui a créé cette expérience non fondée, il pourra au moindre bruit, au moindre sursaut, à la moindre chose qui la remette dans cet état mental précédent, revenir se dire il y a en fait un monstre sous mon lit. Peut-être qu'on a mal vérifié, peut-être qu'il s'est caché, peut-être qu'on ne pouvait pas le voir, peut-être qu'il est invisible, mais en tout cas, il est là. Sinon, je ne ressentirais pas la chose que je ressens actuellement. En fait, il faut vraiment se dire qu'à ce moment-là, il va associer son état mental à cette situation. Et donc, pour lui, la cause de cette situation, la cause de son état mental, c'est la situation qu'il y a un monstre sous son lit. Et donc, à chaque fois qu'il se sentira comme ça, à chaque fois qu'il y aura tel bruit ou telle chose qui le mettra dans cet état mental, ce sera parce qu'il y aura un monstre sous son lit. Et donc, vous pouvez avoir des parents qui peuvent revenir plusieurs fois, leur montrer, non, regarde, il n'y a pas de monstre sous ton lit, etc., etc. Et c'est vraiment un exercice qui est à faire jusqu'à ce que l'enfant comprenne, conscientise, mentalise qu'il n'y a vraiment pas de monstre sous son lit et que cette expérience est donc infondée. Parce que justement, l'enfant est dans quelque chose de l'ordre du mode équivalent psychique. Sa réalité interne surpassera la réalité externe. Et donc, même si vous avez vérifié avec lui, vous, personne extérieure, que sa vérité interne n'est pas propre à la réalité, sa réalité interne refera surface et viendra écraser en quelque sorte la réalité extérieure. Et donc, recommencement du processus, vous serez encore obligé, personne extérieure, de venir la confronter à la réalité pour venir mettre moins de place à sa réalité interne.
Ça, c'était pour le mode équivalent psychique. Maintenant, on a le mode fictif. Dans le mode fictif, on a des enfants qui peuvent créer un imaginaire et rester bloqués, disons, dans cet imaginaire, dans le sens où ils vont séparer leur imaginaire de la réalité extérieure. Ils vont faire comme si, ils vont se créer des scénarios, qu'ils soient conscients ou non, et donc rester dans leur scénario et être séparés de la réalité extérieure. Il faut savoir que dans le mode fictif, les personnes ont conscience du monde extérieur et du monde intérieur. Cependant, pour elles, ce sont deux mondes qui sont parallèles. Elles ne sont pas reliées, elles n'ont pas de lien et elles sont totalement indépendantes. Il y a l'extérieur et l'intérieur. En ce sens, vu que ces deux expériences, ces deux réalités ne peuvent pas être reliées, une fois que vous avez émis un lien entre ces deux réalités, l'enfant fera disparaître l'une des deux réalités. Et donc, ces deux réalités ne peuvent pas coexister dans la tête de l'enfant qui est dans ce mode fictif. Je vous prends un exemple qui a été imaginé encore une fois par Mary Target et Peter Fonagy. Vous avez un enfant qui joue à la guerre. Vous êtes chez vous, dans votre salon ou n'importe où, il y a une chaise et l'enfant utilise cette chaise pour faire comme si c'était un char. Okay, comme si, mode fictif. Et donc, il est dans sa fiction, il est dans sa réalité imaginaire, et dans sa réalité imaginaire, cette chaise est un char. Ça veut dire que de par son regard, il ne pourra plus voir cette chaise autrement que comme un char, lorsqu'il est dans cette réalité fictive. Mais lorsqu'il est en dehors de cette réalité fictive, lorsqu'il est dans la réalité extérieure, cette chaise est une chaise, et il le sait très bien. Et donc, il a ces deux réalités. Il sait à la fois que cette chaise est une chaise, mais n'étant pas dans le même monde, il voit ici cette chaise comme un char. D'accord? Et donc, uniquement lorsqu'il est dans ce mode fictif, l'enfant pourra être dans des états mentaux fictifs, dans des états mentaux qui pourront ressortir de lui, mais simplement dans ce cadre-là, qui est le mode fictif, dans ce monde qu'il s'est créé, qu'il s'est imaginé. Et donc, en ce sens, l'enfant est dans un processus de protection. Il vient se protéger de ce qui le menace à l'extérieur, dans le monde externe, en venant se créer son propre monde. Donc, vous allez par exemple avoir des enfants qui vont jouer aux soldats et qui vont être très violents dans leurs gestes, mais qui ne vont pas être violents dans la réalité, dans leur réalité extérieure, parce que ce n'est pas la même étape, ce n'est pas le même endroit. Et donc, si on reprend l'exemple du char, vous allez avoir cet enfant, qui va pouvoir jouer avec ce char, pouvoir ressortir en lui ces états mentaux qui viennent de son imaginaire de guerre. Mais lorsque vous allez venir devant lui dire qu'est-ce que tu fais avec cette chaise, il va soit vous dire c'est un char, ce n'est pas une chaise, pour vous permettre de venir dans son monde imaginaire. Et si vous venez le rattacher au monde extérieur, à la réalité externe, à ce moment-là, le char disparaîtra et redeviendra la chaise parce que ces deux mondes ne peuvent pas être liés. Et si vous les liez, l'un des deux prendra la bascule, prendra la domination, on va dire, sur l'autre. C'est là où on parle beaucoup de préconscience et de conscience. Parce que lorsque vous venez, par exemple, questionner, parce que c'est plus souvent simple, on va dire, de questionner l'enfant parce que ça lui permet de réfléchir, de comprendre les choses par lui-même. Lorsque vous venez questionner l'enfant sur l'origine du char, par exemple en lui disant « est-ce que ce char ne serait pas plutôt une chaise ?», l'enfant va commencer à cogiter, à être dans quelque chose de la cognition, de la réflexion, et donc se dire « en effet, cette chaise est une chaise et ce n'est pas un char ». Mais ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas que cette chaise n'était pas une chaise. Parce que justement, rien qu'en lui posant la question, il se souvient, il repart dans cet état de réalité externe et donc il a conscience que cette chaise était une chaise. C'est juste que dans son mode fictif, dans son imaginaire, il n'en avait plus conscience. Et vous avez des personnes qui sont hypersensibles, qui vont avoir dans ce genre de situation, dans ce mode fictif, des images réelles, on va dire, des images qui se sont construites, des images véritables de ce mode fictif. Vous allez par exemple avoir des gens qui vont jouer et qui vont avoir les images de leur jeu qui se sont transformées en ce qu'ils ont voulu transformer. Tout comme vous pouvez avoir des gens qui vont lire des livres et avoir les images des scènes, entendre les voix des personnages. Et lorsque vous les sortez de leur imaginaire, ils reprennent conscience que c'était un imaginaire.
parce que justement, ce sont deux mondes totalement indépendants. C'est un peu la même chose, si on veut, avec les rêves qui ne sont pas lucides. Les rêves où vous ne réalisez pas, où vous n'êtes pas conscient que vous étiez directement en train de rêver. Et donc, vous allez vous réveiller entre deux rêves, mais à partir du moment où votre cerveau comprendra qu'il était en train de rêver, vous ne pourrez pas rebasculer dans ce rêve. Et encore une fois, je parle bien des rêves qui ne sont pas lucides. Parce que justement, la réalité externe aura fait intrusion dans votre réalité interne et donc vous sortirez de cet imaginaire. Et donc pour Peter Fonagy, lorsque l'on vient confronter la réalité externe à la réalité du mode fictif, la réalité du mode fictif disparaît pour laisser place à la réalité externe. Parce qu'on a dans le mode équivalent psychique une réalité interne qui est plus forte que la réalité externe. Donc, lorsque la réalité externe vient se confronter à la réalité interne prend le dessus. Mais dans le mode fictif, c'est l'inverse. Vous avez votre imaginaire, mais lorsque la réalité extérieure vient se confronter à cette réalité, la réalité imaginaire disparaît pour laisser place à la réalité extérieure. Et donc, selon Peter Fonagy, la mentalisation, le processus de mentalisation arrive à son terme lorsque l'individu arrive à intégrer ces deux modes, le mode équivalent psychique et le mode fictif, à savoir être dans une capacité de jongler entre ses connaissances, ses expériences et son imaginaire et avec les réalités extérieures. Savoir se dire, là, c'est moi qui me faisais des idées, la réalité c'est ça. Et savoir se dire, là, je suis dans un imaginaire, la réalité, c'est ça. Parce qu'en ayant intégré ces deux modes, l'enfant est dans quelque chose de l'ordre de pouvoir concevoir qu'il a ses propres états mentaux, que les autres ont leurs propres états mentaux, qu'il y a des choses qui se passent en lui, des choses qui se passent chez les autres, qu'il y a différentes perspectives de vision d'esprit, de vision des choses, et que, à la fois chez lui et chez les autres, il y a des réalités internes et des réalités externes, et que donc chacun est un peu différent et voit les choses différemment. Mais pour ce faire, et c'est là où ça entre en jeu avec la résilience et avec les processus d'attachement, deux vidéos sur lesquelles je reviendrai plus tard, sur la résilience et sur l'attachement, parce que c'est deux notions qui sont assez complexes et sur lesquelles on a besoin de vraiment se pencher pour les comprendre, mais en tout cas c'est lié avec la mentalisation et la mentalisation est liée à ces deux notions. La mentalisation, pour pouvoir être complète dans son processus, elle doit pouvoir être mise en œuvre avec des personnes auxquelles l'enfant peut se référer, auxquelles l'enfant voue un attachement sécurisant, à savoir que l'enfant doit pouvoir être dans une mesure de discuter de ses états mentaux, discuter de ce qu'il ressent, discuter de sa réalité, la confronter à la réalité extérieure et donc être dans quelque chose de l'authenticité, d'une discussion avec un repère, avec quelqu'un en qui il a confiance, avec qui il se sent en sécurité, assez en sécurité pour pouvoir discuter de ce qu'il se joue en lui et croire ce qu'il se passe dans l'autre personne. Et c'est très important de se dire que pour ça, il faut que la personne se sente en confiance et un attachement sécure. On reviendra dans la vidéo sur les attachements, sur ce terme d'attachement sécure, mais il faut bien se dire que la personne doit être à même d'accepter que ces états mentaux peuvent diverger des états mentaux extérieurs, que les choses ne se passent pas forcément comme il les voit, et donc intégrer que la personne en face est différente de lui-même. Il doit être avec quelqu'un qui est à même de lui refléter ce que lui-même ressent et de lui expliquer ce qu'il ressent différemment de lui. À savoir, typiquement par exemple, si on prend l'exemple de parents, pour que le développement de la mentalisation se fasse selon un bon développement, on va dire, selon un développement qui se voudrait adapté, il faut que l'enfant puisse parler avec ses parents de comment il se sent, de comment eux se sentent, de ce qu'il vit, de comment il voit qu'il vit les choses, et donc être dans ce processus de pouvoir amener des choses à ses parents, que ses parents lui amènent des choses, et que tout se fasse dans un cadre, dans un environnement qui soit propice à la discussion, à la confiance et au partage des émotions. À savoir que tout ça, c'est très en lien avec les MIO et les MII, mais on reviendra dessus dans la vidéo sur la résilience. Parce que si on dit que la mentalisation, c'est aussi un outil de résilience, la résilience étant ce qui nous permet de rebondir face aux situations traumatisantes, face aux situations qui sont compliquées pour nous, c'est parce que la mentalisation, ça nous permet d'affronter des moments difficiles.
À savoir, si vous avez un enfant ou une personne avec une bonne capacité de mentalisation, cette personne pourra mettre en scène, disons, les capacités, c'est les enjeux des situations compliquées qu'elle vit à travers des jeux, à travers des médiations. C'est d'ailleurs ce que l'on fait beaucoup dans l'éducation spécialisée. On utilise beaucoup de médiation, on utilise beaucoup le jeu pour pouvoir aider les personnes à conscientiser ce qu'il se passe en elles, à pouvoir créer divers scénarios et donc derrière être à même, on va dire, de pouvoir, lorsque ces scénarios commenceront à se construire réellement, être à même de pouvoir s'y confronter, de pouvoir chercher une solution adaptée. C'est un peu ce que j'aime appeler la méthode vaccin. Vous avez dans un vaccin quelque chose qui devrait vous nuire, mais qui est sous sa version bénigne. Et donc, ça va habituer votre corps à réagir face à cette situation. Et lorsque vous avez la situation réelle qui n'est pas bénigne pour vous, votre corps aura déjà préparé ses anticorps pour pouvoir traiter cette situation. Et bien, dans la mentalisation, c'est pareil. Vous allez pouvoir, en ayant une bonne capacité de mentalisation, vous préparer à certaines situations en les imaginant, en venant faire des jeux de rôle, en venant utiliser des médiations, en venant utiliser des jeux. Et donc, lorsque vous vivrez cette situation, vous aurez des billes, vous aurez des ressources internes et externes qui vous permettront de pouvoir gérer cette situation. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous allez réussir forcément à gérer au meilleur de sa forme, on va dire, cette situation. C'est-à-dire que vous aurez une charge émotionnelle et affective qui sera diminuée comparé à si vous ne vous étiez pas préparé à cette situation. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes à l'école et vous préparez un diplôme. Vous préparez une certification, vous préparez un contrôle. Ce contrôle est important et vous stresse parce que ça vous renvoie beaucoup de choses. Vous êtes dans un état stressé. Cet état stressé est votre stimulus et votre situation qui peut vous mettre en danger. Face à ça, pour vous préparer à cette situation de danger, vous allez, si vous avez une bonne capacité de mentalisation, vous imaginez par exemple passer ce contrôle. Vous allez vous imaginer certaines questions qui vous font peur et comment répondre à ces questions. Eh bien, en apprenant à répondre à ces questions, même si ces questions-là ne sont pas dans votre contrôle, si vous avez des questions compliquées, vous saurez dans quelle disposition vous mettre pour y répondre, parce que vous vous seriez préparé à répondre à des questions compliquées. Tout comme si cette réponse, si les questions auxquelles vous êtes préparé sont dans votre contrôle, plutôt que de stresser comme au premier abord, vous allez vous dire « Ok, je me suis préparé, j'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir avancer. » Et donc, ça va vous permettre de vous calmer. C'est une ressource interne, le fait de pouvoir garder son calme pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir affronter des situations complexes. Tout comme ce qui est intéressant avec les médiations comme le jeu, c'est que ça peut avoir un effet symbolique. Et il faut savoir que psychologiquement, la symbolique, c'est assez important pour l'esprit humain. Par exemple, si vous faites de l'acrobranche, vous allez être dans quelque chose de faire un parcours, trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et tout ça, c'est une symbolique. Parce que directement, vous n'allez pas vous dire « c'est quelque chose qui va m'aider dans ma vie active et actuelle ». C'est surtout « il y a un chemin que je dois trouver, je trouve ce chemin ». Et bien plus tard, vous pouvez, en vous rappelant de votre expérience et de l'imaginaire, de la symbolique de cette expérience, vous dire « eh bien rappelle-toi, quand tu faisais de l'acrobranche, il y a eu un moment où c'était compliqué et tu as fait telle chose pour pouvoir te concentrer, tu as cherché à travers telle symbolique, à travers telle chose, une manière de pouvoir te relever, une manière de pouvoir avancer. » Et bien là, vous allez utiliser cette symbolique, cette médiation, ce jeu, pour pouvoir la transposer dans votre expérience réelle, pour pouvoir avancer. C'est de la mentalisation. Et c'est là où l'enfant ou la personne avec une bonne capacité de mentalisation comprend que ces différentes expériences, qu'elles soient fictives, psychiques, dans le jeu, dans la médiation ou réelles, elles sont perméables, elles se touchent, elles se confrontent et elles peuvent donc permettre l'une à l'autre de pouvoir être vécues avec une capacité, une détresse, on va dire, sentimentale, émotionnelle, beaucoup plus moindre. Et c'est pour ça que la mentalisation, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que c'est quelque chose qui, à travers les médiations comme les jeux de rôle, est énormément utilisé parce que ça vous permet de faire comme si, de vous mettre dans un certain imaginaire pour pouvoir vous décentrer et vous détacher des contraintes réelles du monde réel pour pouvoir vous mettre dans quelque chose de l'ordre de vous construire un rôle, vous construire un imaginaire
Et donc être dans quelque chose qui vous protège des contraintes extérieures et vous permet d'utiliser pleinement votre potentiel. Parce qu'on est dans une société où l'image compte beaucoup. Et si on vous dit que dans tel cadre, votre image n'a pas d'importance, vous allez davantage faire les choses. Si on vous dit que dans tel cadre, les résultats ont peu d'importance, vous allez davantage faire les choses. Et donc, derrière, en repensant à ce moment-là, vous pouvez interchanger les cadres, vous pouvez vous mettre davantage en avant en vous disant, finalement, je n'ai qu'à faire comme dans ce cadre-là. C'est comme si je vivais cette situation. Et ce c'est comme si, c'est vraiment un moyen de mentalisation. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment souvent de manière inconsciente. Ce n'est pas forcément vous qui allez vous dire consciemment, c'est comme si j'étais dans cette situation, mais le fait d'avoir déjà vécu telle situation à travers un jeu de rôle, à travers des médiations, à travers des jeux, à travers que sais-je, inconsciemment ou préconsciemment, vous allez vous mettre dans certaines dispositions qui vous permettent d'avancer. Et peut-être qu'un jour, vous allez en être conscient, et peut-être que vous n'en serez jamais conscient, mais inconsciemment, vous avez cette connaissance. Et donc, vous pourrez la réutiliser dans le futur. Parce que vraiment, à travers le faire semblant, à travers le jeu, à travers cette fiction, à travers cette création d'un imaginaire, vous allez utiliser des capacités que vous utilisez souvent rarement parce qu'elles sont bridées par votre conscience. Et donc, vous allez être dans quelque chose, d'être à même de développer certaines capacités sans forcément vous en rendre compte. Typiquement, tout bêtement, là, inconsciemment, je pourrais me dire, lorsque je fais mes vidéos, c'est comme si j'étais un professeur qui venait expliquer des choses. Et donc, si par exemple, un jour, je suis à même de devoir être face à des gens pour pouvoir expliquer des choses, toutes les vidéos que j'ai faites où j'expliquais des choses, ça va me permettre d'être dans une disposition où je me sentirai plus à l'aise pour, derrière, expliquer les choses à des personnes réelles face à moi, dans une situation réelle. Parce que j'aurais vécu cette expérience-là à travers une autre médiation qui est ici le fait de se filmer. Et on voit bien dans cet exemple que, du coup, cet espace, cet imaginaire crée une manière, un espace où je n'ai pas les contraintes de la vie réelle. Je n'ai pas, par exemple, les regards un peu fuyants, je n'ai pas, par exemple, des personnes qui vont pas forcément m'écouter, j'ai pas des jugements ou des choses que j'associe à du jugement, j'ai pas du bruit de fond, j'ai pas des bruits de couloir, j'ai pas des petits mots qui passent, j'ai pas des choses parasites. Je suis dans un espace où je peux être totalement moi, où je peux totalement mettre en avant ce qu'il se passe. Et donc, inversement, dans une situation réelle où j'ai tous ces bruits parasites, où j'ai toutes ces choses qui peuvent créer des diversions, je peux me dire, mets-toi comme si tu étais dans ta voiture en train de faire une vidéo. Et là, je suis dans quelque chose de l'interchangement des situations, dans l'interchangement des expériences que je vis. Et donc, je peux me permettre, à travers cette mentalisation, de pouvoir exercer un cours, de pouvoir parler devant des centaines de milliers de personnes ou devant 2 personnes, en me sentant à l'aise de le faire. Parce que justement, avant, dans mon C'est comme si, dans une autre médiation, j'aurais déjà vécu cette expérience. D'ailleurs, si on repart sur l'enfant, il faut savoir que le jeu, c'est une place importante, presque majoritaire, dans son développement. Parce que à ce moment-là, c'est un cadre dans lequel l'enfant peut être immature. L'enfant peut être dans quelque chose de l'ordre d'être lui-même, de ne pas être la personne que les gens veulent qu'il soit. Et donc, il peut être à même d'exprimer certaines préoccupations, qu'elles soient conscientes ou non, certaines inconsciences, et donc se libérer finalement dans cette occasion que crée le jeu. À savoir que le jeu, c'est quelque chose qui est universel. Vous n'avez pas besoin de savoir parler pour jouer, vous n'avez pas forcément besoin de savoir être dans une motricité fine, dans un langage corporel. Vous êtes dans une disposition qui fait appel à des choses très basiques, on va dire, très infantiles, et qui ne nécessitent pas, on va dire, des compétences cognitives extrêmes. C'est pour ça que le jeu, c'est un outil qui est énormément utilisé par les enfants et qui est énormément utilisé dans les formations parce que, en fait, ça rapproche tout le monde. On est tous au même niveau dans le jeu, à peu près. Mais donc, c'était une grosse partie, mais c'était vraiment pour parler du quatrième stade de la mentalisation, à savoir l'avant-dernier, donc là où on est dans le mode fictif
est dans le mode équivalent psychique, dans l'interchangement des deux, dans la recherche de confrontation des deux. Et c'est, d'après Peter Fonagy, autour des 6 ans de l'enfant, ou du moins à partir de ces 6 ans, que l'enfant entre dans le 5e et dernier stade de la mentalisation, à savoir ce qu'il appelait le stade autobiographique. À ce moment-là, l'enfant, il est dans quelque chose de l'ordre de se comprendre et mettre en lien ses expériences dans le temps, dans leur causalité, dans leurs équivalences, on va dire, et dans quelque chose de l'ordre de ses différents états mentaux. Et donc, l'enfant est davantage dans quelque chose de l'ordre de comprendre ses états mentaux, comprendre la causalité de ses états mentaux, comprendre les résultats de ses états mentaux, comprendre ses expériences, les expériences extérieures, et donc vraiment être dans quelque chose de beaucoup mieux se comprendre et beaucoup mieux comprendre le monde extérieur. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, si on prend ça d'un point de vue un peu plus scientifique, la science du cerveau, on va dire, c'est là où vous avez le système limbique qui travaille énormément, parce que le système limbique, c'est tout ce qui est propre à la mémoire, à l'apprentissage, à la compréhension, à la cognition, aussi à cette recherche d'émotions, à ce qui se passe dans les émotions, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que l'apprentissage de la mémoire, etc., est très en avant, on va dire, autour des 6-7 ans. Et c'est pour ça qu'on dit que les 7 ans, c'est l'âge de la raison, parce qu'on commence à être dans quelque chose de l'ordre du raisonnable, et donc de la recherche de compréhension, et justement de la compréhension de ce qui se passe autour de nous. Et c'est par exemple à cet âge-là que vous allez avoir l'enfant qui pourra utiliser ses capacités limbiques, pouvoir se reconnaître par exemple dans des faits qui se sont déroulés avant, pouvoir se reconnaître dans certaines choses et pouvoir intégrer des états mentaux qu'il a actuellement, qui ont eu leur apparition au passé et pourquoi elles apparaissent aujourd'hui, pourquoi elles apparaissaient avant. Par exemple, si on reprend l'exemple de la fête, on peut se dire, voilà, dans le fait de regarder une vidéo qu'il représente dans une fête passée, il va reconnaître un état mental, à savoir par exemple la joie, le bonheur extrême, et se dire, j'étais heureux parce qu'il s'est passé telle chose. Et donc, l'année prochaine, j'aimerais être heureux de la même manière. Et pour être heureux de la même manière, il faudrait qu'il y ait telle ou telle disposition. Donc, pour l'année prochaine, j'aimerais prévoir telle ou telle disposition pour, comme l'année passée, avoir un certain état mental qui, du coup, me refléter de la joie, du bonheur, etc., etc. Et donc, on a toute cette organisation, toute cette mémorisation, tout cet apprentissage de ces états mentaux, de ces expériences passées et futures, et de la coordination de tout ça. Et du coup, c'est à cette période-là, vers ces 6-7 ans, à l'âge de raison, que l'enfant est à même de pouvoir vraiment parler de ses états mentaux et de la manière dont il voit les états mentaux des autres. À savoir qu'évidemment, pour que l'enfant puisse développer cette capacité de mentalisation, il faut qu'il ait en face des personnes qui le mettent en sécurité, qui lui font sentir qu'il est en sécurité et donc qu'il est en droit de pouvoir développer cette capacité. Donc des adultes qui le considèrent, qui sont engagés dans sa manière d'être, des adultes qui mettent de l'importance dans sa personne, dans ses expériences, dans ses discussions, qui le traitent souvent comme un égal, qui soit dans quelque chose de l'ordre de vraiment la reconnaissance et la considération de sa personne. C'est un âge où les enfants ils vont être beaucoup justement dans cette recherche de considération, cette recherche d'acceptation et cette recherche d'être vus par leur père, P-A-I-R-S, et par leurs parents respectifs. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir beaucoup de filles qui vont chercher à être beaucoup plus complices avec leur mère et des enfants garçons qui vont être beaucoup plus à même de rechercher une complicité avec leur père, P-E-R-E. À cet âge-là, l'enfant, il est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la recherche de ses forces et de ses faiblesses, de chercher à s'améliorer, à la fois pour être considéré, à la fois pour être meilleur, mais vraiment dans quelque chose de l'ordre de se dire, mon parent, c'est un peu mon idéal, c'est un peu le moi que je rêverais d'être, c'est un peu le moi idéal. Et donc, je vais chercher à faire du mieux que je peux pour lui ressembler, pour avancer dans ce sens. Et donc, utiliser toutes les choses qui sont
toutes les capacités qui sont en mon pouvoir pour pouvoir justement atteindre cet idéal recherché. Et donc, vous allez avoir des enfants qui, selon leur état mental, selon comment ils mentalisent les choses, mais qui pourront être dans quelque chose de l'ordre d'avoir du mal avec l'échec, d'être beaucoup dans la culpabilité, d'être beaucoup dans l'estime d'eux-mêmes, dans la surestime d'eux-mêmes, dans la désillusion, dans l'illusion, dans quelque chose de vraiment propre à comment ils veulent être et créer ou non un écart avec la personne qu'ils sont réellement et la personne qu'ils veulent être. Donc on le voit, la place de l'adulte et la place du parent, c'est une place assez importante dans le développement de l'enfant, dans la mentalisation et dans son développement général, sachant qu'un parent qui aura lui-même une bonne capacité de mentalisation, c'est un parent qui permet à son propre enfant de pouvoir avoir derrière une bonne capacité de mentalisation. Parce qu'il pourrait être dans quelque chose de lui expliquer clairement comment il voit ses émotions, comment il voit les émotions des autres, pardon. Et donc l'enfant lui-même pourrait être davantage dans quelque chose de mieux se comprendre et mieux comprendre les personnes autour. C'est ce qu'on appelle la reproduction du schéma familial. Si vous avez des parents qui ont été inadaptés avec vous, derrière vous, vos enfants seront certainement inadaptés avec vous et leurs enfants, etc., etc., etc. Et à un moment, il y a une rupture du schéma familial pour plusieurs raisons. Je pourrais vous faire une vidéo directement dessus parce que c'est aussi une notion assez complexe qui s'explique en plusieurs choses. Il y a vraiment un paradigme de la reproduction du schéma familial. Mais en tout cas, il faut vraiment se dire que l'impact que vous avez, l'impact que vos parents ont, aura forcément un autre impact sur vos enfants et sur les personnes que vous éduquez. Cependant, tous les parents n'étant pas des bons parents, tous les environnements n'étant pas propices au bon développement de chaque enfant, il peut exister des défauts de mentalisation. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Selon les enfants, selon les individus, on va avoir des personnes qui vont avoir plus ou moins du mal à négocier, on va dire, avec leurs expériences, avec leurs émotions, avec des choses qu'ils vivent du fait de certains défauts de mentalisation que l'on appelle aussi des zones de vulnérabilité. Ces zones de vulnérabilité étant dues à une incompétence, on va dire, du milieu dans lequel ils ont évolué, que ce soit les parents, l'environnement ou autre. Quand je dis incompétence, c'est bien pour dire que ce qui s'est passé n'a pas été adapté au bon développement de la personne. C'est pas à titre de culpabilité, c'est juste du cause à effet. En ce sens, selon la bonne adaptabilité de son environnement vis-à-vis de son développement, l'enfant peut être dans quelque chose de réussir ou non à développer sa mentalisation et donc à gérer ses émotions, à les comprendre et à les partager. À savoir que la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, vous pouvez avoir des enfants qui vont avoir un environnement qui est propice à leur développement à un moment, puis qu'il n'est plus, puis qu'il est de nouveau, etc., etc. Et donc leurs défauts de mentalisation, leurs zones de vulnérabilité en seront davantage impactés et donc diversifiés, on va dire. Un enfant qui n'aura jamais connu un environnement propice à son développement aura certaines zones de vulnérabilité, là où un enfant où l'environnement aura été fluctuant, ces zones de vulnérabilité seront fluctuantes, apparaîtront à certains endroits, etc., etc. Là où un enfant qui n'a connu que du calme et que de la sainteté, on va dire, que des choses adaptées, aura des zones de vulnérabilité différentes également. Et tous auront une manière de gérer ces zones de vulnérabilité de manière différente. Mais on reparlera dans une autre vidéo, sûrement dans celle sur la résilience, de vulnérabilité, de fragilité et de tout ce qui se passe autour. Parce que ça aussi, c'est un point qui est très intéressant. La première chose qui peut être compliquée et créer ce défaut de mentalisation, du moins un défaut de mentalisation, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs, c'est le traumatisme relationnel. Le traumatisme relationnel, c'est quelque chose qui apparaît souvent lorsque l'enfant a bénéficié de relations parentales affectives qui sont problématiques et qui ont créé en lui un traumatisme. Le traumatisme étant un stress qui ne peut être géré par les ressources internes et extérieures. Puisque c'est son côté relationnel qui a pris un coup, l'enfant aura du mal à comprendre ce qu'il se passe en lui et à comprendre ce qu'il se passe chez les autres. Tout comme il aura du mal à exprimer ce qu'il se passe en lui et à exprimer ce qu'il se passe chez les autres. En ce sens, on peut avoir des personnes qui, dans ce trauma relationnel,
vont perpétuer les mêmes patterns en cherchant inconsciemment à réparer ce qu'ils se joue en eux, à réparer ce traumatisme, à reprendre ce qu'ils ont perdu. Cependant, étant traumatisés, donc étant dans cette forme de vulnérabilité dans laquelle ils n'ont pas ce qu'il faut, ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour se sortir de leur situation, ils ne pourront pas sortir de cette situation et donc ils recommenceront ce pattern encore et encore. On va prendre un exemple qui est assez fort mais qui permet de vraiment se pencher sur cette question-là. L'exemple des personnes qui ont été abusées, que ce soit sexuellement ou psychologiquement, ou les personnes qui ont été abandonnées par leur famille. Évidemment, l'impact de ce traumatisme, il va différer selon les personnes que l'on a en face. Par exemple, pour les personnes qui auront une prépondérance, donc une présence plus forte de leur mode équivalent psychique, on peut avoir des personnes qui, lorsqu'elles sont stressées, lorsqu'elles vivent des choses assez fortes émotionnellement parlant, elles vont avoir du mal à considérer que la réalité extérieure est différente de leur réalité interne. C'est un peu ce qu'on a vu dans la première vidéo où les personnes n'arrivent pas à concevoir que ce qu'elles vivent n'est pas propre à la réalité. Parce que justement, leurs expériences internes, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles voient, passe au-dessus de ce que tout le monde peut voir et du coup de cette réalité externe. Ce que je vois et ce que je ressens, c'est forcément la seule réalité et la réalité universelle. Mais pour d'autres enfants, c'est le monde extérieur qui va avoir un impact beaucoup plus fort, une prépondérance. Et donc, en ce sens-là, c'est le mode fictif qui a cette prépondérance. Et donc, en ce sens-là, un enfant ou une personne qui a un défaut dans le mode fictif, qui est confronté à une situation émotionnelle trop forte comparée aux ressources internes et extérieures qu'il a, pourra se mettre dans quelque chose de l'ordre de la dissociation et donc se créer son mode fictif, son imaginaire, pour se séparer de la réalité extérieure et se séparer du coup des contraintes extérieures. À ce moment-là, c'est un peu comme ce dont je vous parlais dans la première vidéo, l'enfant avec son char, qui a du coup son monde fictif et le monde externe. Il sait que les deux existent, mais les deux sont totalement indépendants, les deux ne sont pas reliés, et donc il vit dans un monde plutôt qu'un autre. Et donc, il faut bien se dire que ces défauts de mentalisation, ce sont vraiment des défauts pathologiques. Ce sont des défauts qui sont très souvent retrouvés en psychiatrie. Aujourd'hui, il existe différents outils pour venir se pencher sur le niveau de défaut de mentalisation des personnes, mais ce qui est souvent utilisé, c'est le fait de se pencher sur l'état familial, sur la structure relationnelle de la personne, et donc sur sa capacité d'attachement, sur voir si la personne est en capacité de mettre en place des attachements sécurisants envers les personnes extérieures, et donc voir si, à partir de ce moment-là, il y a une possibilité de construction de la mentalisation ou non. Ça peut être aussi à travers des entretiens où on a une personne que l'on va questionner sur ses états mentaux, donc chercher à voir avec elle si elle est à même de pouvoir les expliquer les états mentaux des autres. Vous pouvez avoir au niveau des enfants les jeux, c'est des jeux de cartes émotions, donc leur placer des émotions, leur dire voilà, qu'est-ce que tu vois, comment tu le vois, etc. etc. Et donc tout ça, c'est vraiment rechercher avec la personne à comprendre si elle est à même de comprendre ce qu'il se passe en elle, avec les autres, en parler, etc., etc. Mais il y a énormément de choses et d'outils qui sont disponibles pour se pencher dessus. Il y en a qui sont assez complexes que jusque-là j'ai eu la chance de pouvoir observer un peu de loin, mais c'est assez compliqué d'accès et moi-même je comprends pas tout. En tout cas, vous l'aurez compris, la mentalisation, c'est un processus mental qui est assez complexe, mais qui nécessite, à mon sens, qu'on se penche dessus et qui permet de comprendre ce qu'il se joue en soi, de ne pas, je dirais, s'enfermer dans des choses qui ne nous appartiennent pas, de comprendre notre construction, de comprendre la personne que l'on est et comment on s'est construit, et surtout, je dirais, de relativiser certaines situations, de prendre conscience de la dangerosité d'autres,
de prendre conscience de notre chance dans certaines situations, de mieux s'adapter dans d'autres, et donc du coup d'être dans quelque chose, de pouvoir rebondir de manière davantage adaptée dans les situations. Et comme promis, je vais vous raconter cette petite anecdote, enfin petite, c'est relatif, mais du coup sur moi, qui, à travers toutes ces recherches autour de la mentalisation, m'ont permis de comprendre davantage de choses sur moi. D'ailleurs, je me permets de vous faire un petit trigger warning, parce que c'est une situation qui est assez forte, une situation où on va parler de mort, on va parler de viol, on va parler de violence, on va parler de dangers familiaux, de liens assez forts, etc. Et donc, peut-être que tout le monde n'est pas à même et au clair actuellement de pouvoir entendre cette histoire. Donc voilà, je voulais vous prévenir, ce serait une histoire qui véhiculera énormément de choses. Voilà. Alors pour commencer, il faut savoir que, comme je l'ai dit plusieurs fois sur TikTok, je suis issu d'une famille où l'éducation a une place assez forte, on va dire, d'un point de vue culturel et d'un point de vue sociétal, on va dire. Et donc, de ce fait, moi, j'ai beaucoup grandi dans un truc de j'ai sur moi le poids de toute ma famille. C'est-à-dire que, en plus d'être la personne que je suis, je véhicule l'image de toute ma famille et donc je dois être d'une certaine manière. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans un truc d'individuation, de savoir qui je suis plutôt que représenter les autres. Mais avant, j'étais beaucoup dans cette obligation de devoir être de la manière dont les gens veulent. Et donc, j'avais pas beaucoup de place justement au fait d'intégrer en moi que certaines choses ne m'appartenaient pas, au fait d'intégrer en moi que on me plaçait une certaine obligation dans des choses où je n'avais pas normalement à ressentir une certaine obligation. Et il y a eu beaucoup de violences intrafamiliales chez moi, il y a eu beaucoup de violences éducatives, beaucoup de choses qui m'ont marqué, qui m'ont traumatisé dans plein de points sur lesquels je ne vais pas forcément venir m'étaler aujourd'hui. Mais donc tout ça, ça fait que pendant très longtemps, je me détestais. Dans le sens où j'ai arrêté de me détester, je dirais, il y a 2 ans. À ce moment-là, je me détestais plus, mais je m'aimais pas. Mais au moins, je me détestais plus. Mais quand je vous dis détester, c'est vraiment que les mots ont leur importance. Et que détester, c'est vraiment le fait de se souhaiter du mal, de se vouloir du mal et de rechercher à se faire du mal. Moi, je vous l'ai dit, pendant très longtemps, j'étais dépressif. Actuellement, j'ai fait une rechute dépressive il n'y a pas si longtemps. Je commence à remonter la pente, donc ça va, plus ou moins. Mais donc, pendant longtemps, en fait, j'étais dans cette recherche de compréhension de pourquoi je me sens mal, pourquoi je suis dans cet état mental et pourquoi je subis ces violences, pourquoi je ne peux pas être comme les autres petits garçons, pourquoi j'ai une telle pression sur moi, pourquoi je m'aime pas, pourquoi je me déteste, pourquoi j'ai envie de me faire du mal, pourquoi je me fais du mal, pourquoi j'essaye de mourir, pourquoi j'essaye de disparaître, pourquoi j'ai l'impression que le monde serait mieux sans moi. Bref, tout ce genre de questions que beaucoup de personnes se posent, mais qui chez moi avait vraiment une intensité assez forte et qui impliquait une souffrance interne vraiment violente, mais vraiment très violente. À savoir que moi, quand j'étais plus jeune, du coup, n'ayant pas retrouvé chez mes parents ce que je cherchais, à savoir de la considération et de la reconnaissance de ma personne, j'ai commencé à chercher ça absolument partout autour de moi, donc avec mes amis, avec des filles, avec des hommes, avec des gens plus grands que moi, avec toute personne que je considérais comme ayant une vie souhaitable à celle que je voulais. Et donc j'étais un peu ce genre de personne, je sais pas si vous voyez dans les films américains un petit peu, vous avez toujours une peste ou une brute qui est toujours entourée par des gens. Les gens, on ne sait jamais trop qui ils sont, on ne s'intéresse jamais vraiment à qui ils sont, mais ils suivent toujours la brute, etc., etc., alors qu'ils n'ont pas l'air d'être eux-mêmes des brutes et qui n'ont pas l'air de vraiment se pencher sur qui ils sont réellement. Moi, j'étais vraiment typiquement ce genre de personne. Je traînais avec toutes les personnes que j'idéalisais un peu, toutes les personnes qui avaient l'air sûres d'elles, etc. Et je voulais être considéré par elles, donc je les suivais partout. Mais quand je vous dis ça, il y avait même des personnes, j'étais ami avec elles, mais je les suivais vraiment partout. Et elles étaient en mode, mais arrête de me suivre, genre fais ta vie. Et je pense qu'inconsciemment, dans ma tête, ma vie, c'était leur vie. Parce que j'étais pas dans un processus d'individuation, j'étais pas dans quelque chose de savoir, moi, qui je voulais être, mais plutôt qui je ne voulais pas être. Et la personne que je ne voulais pas être, c'était quelqu'un qui est resté tout seul et qui n'était pas vu par les autres. Et donc, au collège,
sur mes dernières années de collège, je me suis beaucoup questionné sur qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je me déteste, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui mes parents me détestent, qu'est-ce qui fait que mes parents n'acceptent pas la personne que je suis, et est-ce que finalement c'est réellement injuste ou est-ce que j'ai mérité ça. À savoir que tout ça, ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent, malheureusement, et des questions sur lesquelles beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas non plus d'espace pour pouvoir en parler, d'espace sain, on va dire, et adapté pour pouvoir exposer ces questions-là, et qui du coup vont très souvent s'enfermer dans leurs ressentis, dans ce qu'elles voient, parce qu'elles ne pourront pas confronter leurs ressentis, leurs émotions et leurs perceptions, leurs perspectives des choses aux perspectives extérieures et à tout ça, finalement. Et donc, moi, j'ai commencé à m'enfermer de plus en plus je dirais pas une fiction, mais dans des pensées internes où je me disais que finalement, s'il m'arrivait tout ça, c'était que je l'avais mérité. Sachant que je suis issu d'une famille très chrétienne où il est prôné que les méchants ont ce qu'ils reçoivent et que, en fait, soit vous recevez des choses parce que vous êtes gentil et si vous recevez du mal alors que vous êtes gentil, c'est une épreuve de Dieu et donc vous pouvez mourir en martyr ou des choses comme ça. Soit vous êtes le mal incarné et juste vous savez ce que vous méritez. Et moi, j'essayais de rechercher si j'étais une gentille personne ou non. Et plus ça avançait, plus je voyais que, en fait, il y avait personne qui s'intéressait réellement à moi. Il y avait personne qui était dans cette chose-là de chercher à comprendre qui j'étais, chercher à me laisser une place, chercher à finalement être dans quelque chose de l'ordre de comprendre, finalement, je dirais, la personne que je suis. Et donc, moi-même, j'ai été dans quelque chose de l'ordre de me dire, t'as pas à te comprendre, en fait, c'est comme ça, et ça sera comme ça tout le temps. Sauf que, on ne peut pas faire taire, finalement, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, mais on ne peut pas trop faire taire ces questions, ces questionnements sur soi. Et donc, ils sont ressortis à un moment, je crois que j'étais en troisième, et je me posais vraiment beaucoup cette question de qu'est-ce qui se passe en moi. Sachant que pour les gens, j'avais tout pour être heureux, j'avais des amis, je faisais du sport, j'étais assez bon dans le sport que je faisais. Les filles, je plaisais aux filles, mais honnêtement, à ce moment-là, je ne calculais pas forcément ça. Et vraiment, j'étais dans quelque chose de l'ordre de, à mes yeux, selon ma perspective, j'avais rien pour être heureux et tout me rejetait, alors qu'aux yeux des autres, c'était tout l'inverse. Sachant qu'il y a quelques années, j'ai vu le père d'un de mes proches qui, lorsque je lui ai expliqué que j'étais en dépression, il m'a dit exactement pareil, mais t'as tout pour être heureux, etc., etc., je comprends pas, t'as une famille qui t'aime, t'as ci, ça, 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 ça. Et j'ai essayé de lui expliquer que je voyais pas les choses pareilles, et en fait, c'était juste deux visions des choses qui se confrontaient, et j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voyait de l'extérieur. Il faut savoir que quand vous avez des défauts de la mentalisation, c'est vraiment des choses qui se passe énormément, de ne pas comprendre l'extérieur, de ne pas comprendre ce que les gens voient et de ne pas réussir à comprendre que les gens ne voient pas la même chose que vous. Ceci étant dit, je vais arrêter de tourner autour du pot, mais il est arrivé un moment où j'ai commencé à me créer, on va dire, inconsciemment, une histoire qui viendrait justifier le pourquoi tout le monde me déteste. Et c'est assez compliqué d'expliquer ça parce que j'ai pas toutes les réponses psychologiques et psychiques à ce niveau-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, la pire chose que j'aurais pu faire dans ma tête, c'était d'avoir fait vivre à quelqu'un la pire chose possible, à savoir la mort. Parce que moi, j'ai une relation très particulière avec la mort, sachant que, comme moi, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort, après la vie, pardon, et comment est constituée la mort, etc., ce que ça fait, tout ça, je me mets dans une disposition de je ne peux pas tuer quelqu'un parce que je lui ferai vivre quelque chose qui est inconnu pour moi. Et donc, je sais pas comment vous expliquer ça, mais mentalement, c'est quelque chose de trop horrible, on va dire, de balancer quelqu'un dans l'inconnu que même moi, je ne connais pas. Dans le sens où, par exemple, tirer sur quelqu'un, je sais ce que ça fait, donc, en soi, je pourrais le faire. Je dis pas que je vais le faire, mais je pourrais le faire. A contrario, tuer quelqu'un, je ne sais pas ce que ça fait déjà de se faire tuer, et je ne sais pas ce qui se passe après la mort, je ne sais pas où je l'envoie, je ne sais pas comment gérer la chose derrière, et donc c'est quelque chose qui, mentalement,
si on m'obligeait à le faire, je me sentirais pas de le faire. Et je sais que c'est une manière de voir les choses qui est assez complexe pour beaucoup de personnes, que beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mais donc à ce moment-là, pour moi, vraiment la pire chose que je pouvais faire à quelqu'un, c'était lui donner la vie et puis lui la reprendre de par mon incapacité à être une bonne personne. Et donc, mentalement, c'est ce que je me suis construit. Au fur et à mesure, c'est assez compliqué à dire, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me construire l'histoire de quelqu'un qui aurait eu un enfant et qui l'aurait abandonné, qui l'aurait négligé, qui aurait détruit sa vie jusqu'à sa mort. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment que j'étais persuadé de ça. C'était pas dans ma tête un imaginaire, c'était vraiment la réalité. Et il faut savoir que lorsque vous avez des défauts de mentalisation, après ça dépend de l'intensité de ces défauts, mais lorsque les gens viennent confronter la réalité extérieure à ce que vous vivez, à ce que vous pensez vivre, vous pouvez, pour vous protéger du choc que ça serait de vous rendre compte que, en fait, tout ça, c'est pas un mensonge, mais une construction mentale, vous allez tisser des liens assez fins avec la réalité extérieure, mais des liens qui permettent que vos deux réalités soient quand même séparées et indépendantes, mais que si on vous pose des questions, il y a quand même des choses qui vous permettent de dire non, en fait, ça se passe comme ça parce que voilà, il y a telle chose qui l'explique, etc., etc. Et donc, préserver la vérité mentale que vous vous êtes construite. À savoir que de ce que j'ai compris, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont préconscientes que cette réalité est mensongère. Il y a des personnes qui en sont totalement conscientes. Il y a des personnes qui se créent un certain déni. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais moi, j'étais vraiment dans quelque chose de l'ordre de, pour moi, c'est la seule vérité. Mais j'avoue que là, comme ça, je ne saurais pas vous dire dans quel état d'esprit j'étais quand ça se construisait. Je ne sais pas si c'était d'abord des sortes de flashbacks que je m'étais inventé ou si c'est venu tout d'un coup. Franchement, je n'ai pas spécialement de souvenirs sur ça. Mais en tout cas, je me suis mis en tête que j'avais eu un enfant et que je l'avais tué. Et que c'était donc pour ça que les gens me détestaient, que je n'avais pas le droit au bonheur et que je serais triste toute ma vie et seul. Et pour l'explication, du coup, c'est quelque chose sur lequel, de toute façon, j'avais prévu de revenir, etc. Et c'est quelque chose que j'ai mis en chanson parce que, pour vous donner l'explication globale de cette histoire, dans ma tête, du coup, lorsque j'étais au collège, en en quatrième, je suis sorti avec une fille qui s'appelait Shana. Et je suis resté à peu près 8-9 mois avec elle. Et à un moment, elle m'a annoncé qu'elle était tombée enceinte. Et je lui ai dit que j'étais pas prêt à être père, etc., etc., qu'elle faisait ce qu'elle voulait, mais que si elle gardait l'enfant, moi, je me sentais pas de garder cet enfant, donc que je ne resterai pas. Et que si elle avortait, moi, je resterai avec elle parce que j'ai pas envie de me séparer d'elle, mais je suis pas prêt à être père. Donc ça, c'est la situation que je m'étais imaginé. Et ensuite, ce qui se passait, c'était que elle me disait qu'elle avait avorté, et en fait, c'était faux, mais que je me sentais mal de l'avoir poussée à avorter, parce que justement, il y avait ce truc-là de mettre au monde quelque chose et de le pousser à la mort, alors que moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette mort, et donc j'ai coupé les ponts avec Shana. Et des années plus tard, j'ai appris que elle n'avait pas avorté, qu'elle avait gardé l'enfant et qu'au final l'enfant était mort de malnutrition et que Shana s'était suicidée. Donc tout ça, c'est la grande histoire de la chose. Sachant qu'elle s'est construite du coup sur plusieurs années, mais je ne saurais pas vous dire exactement comment. Je pense qu'il y a eu des questionnements de gens extérieurs qui m'ont dit mais telle chose, comment ça se passait. Et moi, au fur et à mesure, j'ai dû créer des liens mentaux pour expliquer tout ça et pour justifier finalement que je me sentais détesté par le monde, etc., etc., et qu'il fallait que je meure, que je ne méritais pas de vivre, que les violences que je subissais, les abus que je subissais, les négligences que je subissais, etc., étaient justifiées de par ma mauvaise personne innée, on va dire. Et donc c'était une époque où j'étais vraiment très violent envers moi, où je me détestais énormément, où j'essayais de mourir quasiment tous les jours. Je faisais des tentatives quasiment tous les jours.
des tentatives qui, comme vous le voyez, ont échoué. Et, euh, et du coup, à un moment, il y a eu de plus en plus de détails, on va dire, de cette histoire qui se sont construits dans mon esprit. Parce qu'il y avait de plus en plus de questions, parce que je grandissais, donc les gens avaient de plus en plus envie et besoin de comprendre pour m'aider. À savoir que moi, à ce moment-là, je ne voyais pas des gens qui voulaient m'aider, je voyais simplement des gens qui allaient me détester. Et donc, j'étais davantage dans ce truc-là de tu mérites d'être détesté, donc tu mérites de sortir encore plus de choses qui vont faire que les gens te détestent. Mais c'était pas conscient. Et donc est venu un jour fatidique où on m'a dit, en fait, comment tu sais que si tu avais coupé les ponts avec elle, comment tu sais qu'elle s'est suicidée, comment tu sais que bah, votre enfant est né, qu'il est mort, etc. etc. Et donc, j'ai fini par dire que il y avait un de ses meilleurs amis qui m'avait toujours détesté, pareil, qui un jour était venu me voir en me disant, ouais, t'as niqué la vie de tout le monde. Et moi, je vais te niquer ta vie aussi. Je vais faire en sorte que tu puisses pas te reposer, que tu puisses pas vivre ta vie normalement. Sachant qu'à ce moment-là, dans ma tête, je portais simplement le fait que j'avais poussé une femme à l'avortement et que du coup, derrière, je vivais avec cette situation sur la conscience. Et donc, à ce moment-là, cet homme-là serait venu me voir, m'aurait pris en voiture ou en moto en me bandant les yeux, m'amener à un cimetière, me dire, tiens, regarde, c'est la tombe de ta fille, fille qui s'appellerait Emma, et du coup, me laisser un moment devant cette tombe, me reprendre en me rebordant les yeux, en me disant, voilà, maintenant tu sais, je te raconte tout, mais derrière, je veux pas que tu puisses, comment on dit ça? Je veux pas que tu puisses pleurer sur le corps de ton enfant, je veux pas que tu puisses faire ton deuil, donc je te dirai pas où est le cimetière, je te dirai pas où est cette tombe, etc., etc. Donc ça, c'était la réponse que je donnais, c'était la réponse que je m'étais construite, et c'était vraiment, pour moi, encore une fois, la réalité. Sachant que, après ça, j'ai eu des amitiés, limite, qui se sont basées sur ce truc-là, des amitiés réelles, qui se sont basées sur ce truc-là, où je recherchais Shana, où je recherchais Emma, où je recherchais la vérité, etc., etc. Et il y avait des gens de la vie réelle qui m'aidaient à trouver des indices sur cette histoire fictive. Et du coup, tout ça, je pense que c'était, encore une fois, mentalement, une manière de créer du lien et donc de me faire croire que cette histoire était réelle. Et en fait, à un moment, moi, ce qui m'a permis, enfin, ça a été assez violent, hein, encore une fois, mais ce qui a commencé à me faire comprendre que toute cette histoire, c'était du défaut de mentalisation et que juste je cherchais à justifier la culpabilité extrême que je ressentais de moi et le fait que je me détestais, c'est le fait que j'ai commencé à voir une psy. Une psy qui a fait énormément de choses pour moi, mais qui est venue, pas violemment, mais c'est moi qui l'ai ressenti violemment, qui est venue en fait questionner toute cette histoire, parce que moi je suis venu la voir pour lui parler de ça, parce que je me sentais mal, etc. etc. À savoir que je lui ai parlé de ça 4 ans après avoir commencé à en parler aux gens. Et j'avais commencé ma formation d'éducateur et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas vivre avec ça sans en parler à personne de professionnel. Et donc, j'ai été dans quelque chose de l'ordre de, en fait, ça va mettre en danger les personnes que j'accompagne, parce que si moi-même, je ne me sens pas bien et qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai des non-dits, il suffit qu'il y ait une situation qui soit similaire à ça dans ma profession pour qu'en fait, je pète les plombs. Donc j'ai décidé d'aller voir une psy, sachant qu'à ce moment-là, en plus, je travaillais dans la protection de l'enfance. Et ma psy, elle m'a dit concrètement, c'est quoi le nom de famille de Shana? Et je dis, je sais plus. Et elle m'a dit, vous vous rendez compte que c'est bizarre? J'ai dit, non. Elle m'a dit, la tombe, elle était comment? Et en fait, elle a commencé à me poser plein de questions sur des détails, mais vraiment de grands détails. Comment était la moto? Quelle était la marque? Sachant que, pour les personnes qui le savent, je suis quelqu'un qui prête beaucoup d'importance aux détails inutiles, mais là, j'avais pas les réponses. Et en fait, ça a commencé à m'énerver. Et ça a commencé à m'énerver parce que justement, c'est l'une des étapes du deuil, la colère, parce que ça vient te confronter à la réalité. Ça vient vous mettre dans quelque chose de l'ordre de il y a un problème et vous devez accepter qu'il y a un problème. Vous devez accepter que vous êtes dans une forme de déni, vous êtes dans quelque chose qui est mensonger et vous devez en sortir.
Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas prêt pour ça. Et donc, tout simplement, j'ai arrêté les rendez-vous avec la psy. Je me suis enfui. Voilà, concrètement, je me suis enfui. Et pendant peut-être 1 an et demi ou 2 ans, je ne suis pas retourné la voir. Et en parallèle, du coup, je continuais ma formation d'éducateur. Donc, je devais me pencher sur des sujets qui m'intéressaient, etc., etc. Je suis tombé sur la résilience. Et dans mon livre sur la résilience, du coup, on parlait de mentalisation. Euh, donc, pareil, c'était encore trop tôt pour me pencher dessus, mais ça m'intéressait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me laisser le temps qu'il fallait, etc., etc. Et j'ai commencé à découvrir et à me pencher davantage sur la question de la mentalisation, sur les états psychiques, sur la dissociation, sur tous ces états pathologiques et psychologiques et psychiatriques. Et j'ai commencé à les mettre en lien avec ma vie en général et finalement avec Shana et Emma. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions et à mettre en lien du coup cette histoire fictive avec la réalité extérieure, à me poser les mêmes questions que la psy me posait, à essayer de chercher des choses, à ressortir, mais cette fois-ci seul, en essayant de confronter mes souvenirs, ce que je pensais être des souvenirs, avec la réalité extérieure. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui n'étaient pas possibles, énormément de choses qui n'étaient pas logiques, énormément de choses qui n'allaient pas en fait dans cette histoire. Et lorsque j'ai été sûr que cette histoire du coup était infondée, je suis reparti voir ma psy et je lui ai dit, je pense que vous aviez raison. Et du coup, on en a discuté pendant, je crois, 3 séances. C'était une semaine, on s'est vu 3 fois dans la semaine. D'un coup, comme ça, c'était assez fort. Et du coup, on a parlé de vraiment pas mal de choses autour de ça, pas mal de choses autour de ma vie, etc., etc. Et, et du coup, ça m'a vraiment aidé à conscientiser que tout ça, c'était juste, c'était juste une manière de mentaliser ma culpabilité, la culpabilité qu'on me faisait ressentir au quotidien, la détresse mentale que j'avais, ma dépression, le pourquoi je me détestais, etc., etc. À savoir que le pourquoi je me déteste, pourquoi je me détestais, parce que je me déteste plus actuellement. Je m'aime beaucoup d'ailleurs, hein, et ça c'est pas rien. Mais le pourquoi je me détestais, c'était surtout que personne m'avait appris l'amour, personne m'avait appris à m'aimer, personne m'avait appris à chercher à comprendre qui je suis, à comprendre ce qui se joue en moi, à pouvoir parler de ce qui se joue en moi, à pouvoir être la personne que je voulais être réellement. Et j'avais toujours cette pression sur moi de devoir être d'une certaine manière, mais de ne pas avoir le droit d'être la personne que j'étais. Donc forcément, ça crée un personnage et derrière, moi, avec ma manière de mentaliser qui n'était pas adaptée et qui qui était développée vis-à-vis de zones de vulnérabilité, de défauts de mentalisation, etc. Toute cette manière, en fait, de comprendre ou de rechercher à comprendre les choses, m'ont amené justement à créer toute une fiction qui a accentué ma, ma dépression tout en la justifiant, tout en lui donnant des raisons d'être, on va dire, des raisons de pérenniser, de se perpétuer, et tout en donnant une logique, on va dire, à toutes les personnes qui me faisaient du mal, et donc à moi-même me faire du mal. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont au courant de cette anecdote sur moi. C'est pas rien. J'avoue que j'ai eu une période où j'ai été totalement détaché de ça, donc j'en ai beaucoup parlé. Les gens n'ont pas forcément prêté attention, sauf certaines personnes. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est assez bizarre d'en parler parce que je sais que ça fait partie de moi tout en ne faisant pas partie de moi, dans le sens où ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma construction et en même temps, ça fait surtout partie de ma construction mentale parce que c'est pas des choses que j'ai vécues dans la réalité, mais ce sont des choses qui m'ont permis de comprendre la personne que je suis aujourd'hui, de comprendre la difficulté de la vie, de comprendre la difficulté des états mentaux et surtout l'importance finalement de se comprendre, d'avoir des personnes qui sont disponibles à la disposition, des personnes qui sont à même de valoriser la personne que vous êtes et surtout que, purée, mais le cerveau humain est incroyable, vraiment incroyable. Derrière, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées
récemment sur lesquels j'ai beaucoup cogité, qui m'ont renvoyé à cette expérience-là, à pas mal de choses, etc., qui m'ont davantage réconforté, on va dire, dans ce truc-là de... En fait, tout ça, c'était une construction mentale, sachant que j'ai quand même eu une grande période où je me suis dit, mais en fait, si ça, c'est une construction, peut-être que le fait de penser que c'est une construction pour venir accepter le fait que ça se soit vraiment passé. Donc, en vrai, c'est un combat un peu perpétuel, mais je sais pertinemment aujourd'hui que c'est faux, même s'il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai pas de réponse, sur lesquelles j'ai encore du mal à me détacher, sur lesquelles il y a encore beaucoup de choses qui se jouent mentalement en moi. Mais c'était quand même une grosse épreuve, ça a été quand même une grosse chose pendant des années. Et, et ouais, ça fait vraiment partie de moi, quoi. En tout cas, voilà, on en aura fini pour la vidéo sur la mentalisation. Oui, je vous ferai sûrement prochainement, je pourrais pas vous dire dans quel laps de temps, mais j'essaierai de le faire incessamment sous peu, dans une échéance de moins de 3 mois, disons. Une vidéo du coup sur la résilience, une vidéo sur l'attachement et les différents types d'attachement, et une vidéo un peu plus complète sur l'individuation. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Et vous en faites pas, ça va. Et on va pour avancer. Il y a des moments où ça va mal, il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où on se relève, on rechute. C'est normal, ça fait partie de la vie. Et ben voilà, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre davantage ce qu'est le processus mental qu'est la mentalisation. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à bientôt, tout simplement.